3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Wilfried Galland est avec nous, directeur stratégiste de Montpensier Finance. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Gustavo Orenstein de nous accompagner également. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Vous êtes directeur de la recherche et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Et Axel Bott avec nous également pour commenter l'actualité de marché ce soir. Bonsoir Axel. Bonsoir. Stratégiste chez Ostrom Asset Management. Axel, nouveau rapport mensuel sur le marché du travail américain. Comment on lit ce point supplémentaire dans la série. Et puis 20 mois après la crise pandémique, force et faiblesse de cette dynamique du marché du travail américain. Je pense que la dynamique du marché du travail américain reste extrêmement forte en fait, puisque quand on voit une telle proportion d'offres d'emploi rapportées au nombre de chômeurs résiduels, difficultés de recrutement qui sont rapportées par les entreprises, on voit qu'il y a un excès de demande de travail qui se traduit au rythme du retour des gens sur le marché du travail par des nouvelles créations. Donc le rapport est globalement très bon à mon avis, à l'exception de ce chiffre de 210 000 emplois créés selon l'enquête auprès des entreprises, qui en fait est 1 million d'emplois à créer, duquel on réduit de quasiment 800 000 pour des raisons saisonnières l'estimation. Donc c'est toujours très difficile, en particulier dans cette crise, dans cette reprise qui est très atypique par nature. La récession a été atypique. D'appliquer des facteurs saisonniers qui sont parfois à contre-courant de la tendance sous-jacente. Donc on a par ailleurs l'enquête auprès des ménages qui nous raconte une histoire qui est totalement différente, puisque le taux de chômage baisse très fortement. Il baisse beaucoup dans les catégories d'ailleurs qui ont été très touchées par la crise, comme souvent la crise. Les minorités noires et hispaniques notamment voient leur taux de chômage baisser beaucoup. Et là, on crée 1 million d'emplois. Donc ces chiffres vont se lisser, mais je pense que tout ça va dans le bon sens. Et on voit je pense que le taux de chômage résume quand même assez bien peut-être pas au mois, mais en tout cas en tendance, ce qui se passe sur le marché du travail. On est revenu au niveau qui prévalait avant la crise. Donc moi, on est à 4,2, on peut considérer qu'on est au plein emploi effectif. Est-ce qu'il faut regarder effectivement la participation au marché du travail, bien sûr, qui est peut-être encore un élément un peu négatif, j'allais dire, dans l'analyse qu'on peut faire, ce taux de participation. Alors, il n'a jamais été ultra élevé sur les années passées, mais il a beaucoup chuté, évidemment, avec la crise. Il a beaucoup de mal à remonter. Il a beaucoup de mal à remonter. Il ne remontera pas au niveau d'avant-crise. Pour des raisons qui sont liées au vieillissement de la population. Quelque part, la crise a fait sortir de façon permanente un certain nombre de gens du marché du travail. On peut l'estimer entre 1 et 2 millions. Et donc, on ne pourra pas revenir au niveau de participation d'avant-crise. Donc, je pense, une des faiblesses dans le raisonnement de la Fed jusqu'à présent. C'est de se dire qu'on a beaucoup de temps parce que le taux de participation est plus faible qu'il n'était et ça va forcément remonter. Je pense que non, on a une perte permanente de population active aux États-Unis, probablement une perte permanente de potentiel aussi. Et c'est ce qui fait qu'on bute plus rapidement peut-être sur les contraintes productives de l'économie qu'on ne l'imaginait. Donc c'est, je pense, une des raisons, avec toutes les pressions politiques et le contexte politique qui va avec, qui ont amené Powell à peut-être mettre fin à la narrative transitoire. Disons qu'on a sifflé un peu la fin de la récré. Mais c'est bien parce qu'on a ce rapport sur l'emploi que Powell peut se permettre de glisser un petit peu son vocabulaire, de faire évoluer son vocabulaire. Je pense que si on prend les 5 arguments qu'il avançait à Jackson Hole sur pourquoi l'inflation est transitoire, il n'y en a aucun qui se réalise. Donc je pense qu'il y a un reality check à un moment qui fait que maintenant l'inflation elle est quand même à 6%. On va il y a énormément de cash à dépenser du côté des consommateurs américains. La qualité de crédit s'est énormément améliorée au bénéfice des transferts qui ont été faits par l'administration Biden. Et donc il n'y a aucune raison de croire que la consommation va être faible dans les années à venir. Parce on estime qu'il y a à peu près 2700 milliards de surépargne par rapport. Il y a un momentum pour la demande à venir qui est très très fort là, entre le marché du travail et l'épargne accumulée. Et qui est conjoint en plus avec toutes ces difficultés de production qu'on a ici. Donc ce qui fait que
même avec des niveaux de demande relativement faibles. Quand on regarde les voitures, par exemple, on n'achète plus que 12-13 millions d'unités par an aujourd'hui. Ça suffit à créer des tensions sur les prix comme on n'a jamais vu, que ce soit sur les voitures d'occasion principalement, mais aussi sur les voitures neuves ces derniers temps. Donc les deux facteurs combinés créent de l'inflation et créent en fait une grosse partie du stimulus commence à disparaître, à dégénérer en inflation, ce qui est le pire scénario pour la Banque centrale. Oui, le pire scénario, à l'exception de ne rien avoir fait et d'avoir laissé 20 millions de jobs détruits dans l'économie américaine. Non. Il fallait le faire. Ce que je veux dire, c'est que la crise a été atypique et on l'a traité comme si c'était une répétition de 2008 avec un système financier par terre, incapable de prêter, où il fallait assumer tous les risques. Là, c'était un petit peu différent. Ça fait quand même facilement un an qu'on voit que, par exemple, sur le marché du travail, un secteur qui répond très très efficacement aux baisses de taux, c'est remonté très fort et les prix sont très élevés. Et on avait redémarré tout ce qui dépend des taux, en fait, la conso durable et l'investissement immobilier. Donc on avait une réponse et il fallait peut-être déjà retirer le pied de l'accélérateur il y a quelques mois. Oui, je comprends. Vous dites Jérôme Powell n'aurait pas perdu au change à abandonner le qualificatif transitoire il y a peut-être quelques mois déjà. Oui, et déjà infléchir un peu la politique monétaire. Parce que ne serait-ce que le sizing, la taille du QE était beaucoup plus fort que les émissions nettes du Trésor. Donc, pourquoi quelque part, on savait en plus que Yellen avait consommé tout le cash au lieu d'émettre. Donc, il n'y avait pas besoin d'acheter autant de titres, je pense. Bon, Gustavo, alors sur les forces, faiblesses du marché du travail et de l'économie américaine en cette fin d'année 2021, et puis bien sûr, question de politique monétaire derrière. Il y a quand même, voilà, d'abord, il y a beaucoup de débats entre économistes. Il y a beaucoup de débats. C'est vrai que cette idée-là, on l'entend. C'est une vision qui se défend complètement. De l'autre côté, il y a d'autres économistes qui ont une position un peu différente. D'abord sur le marché du travail lui-même, parce qu'il y a un mystère quand même sur le marché du travail américain. Il y a quelque part, quand on compare par exemple les États-Unis et la France, c'est intéressant. Le PIB français n'est pas encore revenu à son niveau bientôt, mais enfin pas encore complètement revenu à son niveau d'avant le Covid, alors que les États-Unis, oui, le niveau est effectivement au-dessus. En termes d'emploi, par contre, la France est revenue à son niveau d'avant le Covid et pas les États-Unis. Il y a un trou, il y a un manque, il y a un mystère. Il y a eu une forme de reprise sans emploi aux États-Unis et une reprise avec beaucoup plus d'emplois, en tout cas en France. Pas sans emploi, c'est une reprise sans travailleurs. C'est-à-dire qu'il y avait des demandes d'emploi, mais il n'y avait pas d'offres. L'offre dans le sens, c'est pas les offres d'emploi, mais plutôt les offres de travail, de force de travail. Et donc il y a une sorte une partie de la main d'œuvre qui a quitté le marché du travail effectivement. Il y a une partie liée au vieillissement, mais ça n'explique pas tout en fait. Et donc il y a un mystère. On ne sait pas où sont passés ces travailleurs. Pourquoi ils ne reviennent pas? Est-ce que c'est parce que les salaires sont trop élevés, pas assez élevés, pardon, et donc ils veulent des hausses de salaire? C'est ça. Est-ce que le prix va peut-être être un élément de réintérêt pour une partie des gens qui sont plus dans le marché du travail? Ce que la Fed a observé, il faut aussi voir d'où on vient. Les 15 dernières années, on a eu une inflation faible. Et on a toujours été surpris par cette inflation, à la fois une inflation faible et un marché du travail qui a été plus fort que ce qui était attendu tout au long des 15 dernières années. C'était toujours ça. Et donc la leçon que les banques centrales ont, en tout cas on avait l'impression qu'elles avaient tiré cette leçon, qui était de dire en fait il y a plus de place que ce que nous pensons. Plus de place pour pousser le marché du travail, pour avoir une économie un peu plus chaude, avec des hausses de salaire, qui après tout ne sont pas en soi un problème si la productivité est là. Donc il faut aider, il faut pousser, il faut que l'emploi soit le maximum possible. Il y a une certaine élasticité de la participation au marché du travail. Oui, certaines personnes vont quitter le marché du travail aujourd'hui, mais s'il est suffisamment intéressant, si le chômage est suffisamment bas, si les salaires sont suffisamment attractifs, ils vont revenir sur le marché du travail. Donc il y a une vraie difficulté à lire et à dire exactement de quoi il s'agit quand on regarde les chiffres. Les chiffres de ce mois, en plus, sont perturbés par le Covid. Encore une fois, le Covid est quand même là. Il reste là, même si, évidemment, à chaque fois, on semble mieux se faire avec. Et donc l'économie s'ajuste, mais bon, il a quand même son impact et il aura encore de l'impact dans les prochains mois. Donc on les voit un petit peu dans ces chiffres-là. Donc il y a quand même un mystère. Et jusque-là, la Fed donnait l'impression de dire « Ok, je donne la chance au marché du travail. Ouais. » Et le pivot de la Fed, c'est de dire « Oui, mais rappelez-vous qu'on a un mandat dual. Il y a le marché du travail. On ne l'a pas abandonné. Mais il y a aussi l'inflation. »
Et là où je trouve que c'est gênant et ce qui crée, c'est une certaine nervosité, une certaine confusion, dans mon propre esprit d'ailleurs, je l'avoue bien volontiers, c'est que du coup, il y a à gérer de la part de la Fed une contradiction entre ces deux morceaux de son mandat. Ce qui n'était pas le cas des 15 dernières années, puisque les 15 dernières années, ça allait dans le même sens. Il n'y avait pas assez d'inflation, il fallait y aller, il n'y avait pas de problème. Mais là, c'est plus gênant parce qu'il y a effectivement trop d'inflation. Que ça soit temporaire ou permanent, à la limite, c'est plus la question, c'est que c'est devenu gênant. C'est devenu gênant politiquement, c'est devenu gênant pour Biden, l'administration Biden, qui du coup dit, elle se retourne vers, c'est qui ici le responsable de l'inflation ? Ah, c'est vous, faites quelque chose. Donc il y a ce pivot, et c'est pas évident à mener ce pivot sans perturber l'idée de la réflation, c'est-à-dire l'idée que justement, on veut de l'inflation plus élevée. Alors évidemment pas une inflation énorme, mais on veut une inflation un peu plus élevée. On l'a, mais on est gêné. Autre chose aussi, et ça va être intéressant, si on se projette sur ce qui va se passer dans les prochains mois, on sait que l'inflation va redescendre. Tout le monde le sait, tous les économistes, l'OCDE a publié son rapport il n'y a pas très longtemps. On le sait ne serait-ce que par le jeu des effets de base, sans s'aventurer au-delà. Voilà, sans faire des choses miraculeuses. On sait que ça va baisser, on ne sait pas jusqu'où ça va arriver, il y a un doute. Mais donc on va se retrouver à un moment où la Fed va se mettre à resserrer sa politique, au moment où l'inflation va rebaisser. Alors comment elle va raconter ça ? Comment le marché venant de 6%, effectivement. Donc, a priori, personne n'imaginait que 6% était le nouveau rythme. Mais vous savez, quand ça va passer de 6 à 4, de 4 à 3, tout d'un coup, on va se dire, mince, moi j'avais parié sur l'inflation qui accélère tout le temps. En fait, elle n'accélère plus. Et la Fed, elle, est dans un discours un peu différent. Tout ça peut créer un peu de confusion. En tout cas, je comprends la confusion du moment sur les marchés, la volatilité des taux courts. Quelques souvenirs, évidemment, le souvenir traumatique, je dirais, surtout pour la partie courte de la Banque d'Angleterre. Tout le monde était préparé à une hausse de taux et en fait, au dernier moment, ils ont hésité. Aujourd'hui, tout le monde, ils vont accélérer le rythme du tapering, très bien. Ils vont commencer à penser à la hausse des taux, ça c'est nouveau par contre. En juin de cette année, ils avaient déjà dit oui, le tapering, on va le faire. En tout cas, on y pense, on arrête de penser qu'on y va. Ouais. Cette fois-ci, en plus, directement, ils disent on commence à penser à la hausse des taux. Ok, c'est pricé peut-être effectivement dans la courbe des taux, 2-3 hausses, mais quand même. Dans une idée d'optionnalité, moi c'est ce que je comprends, c'est de se dire, s'il faut qu'on aille vite sur des hausses de taux parce que on constate une inflation toujours plus persistante, toujours plus élevée, on n'hésitera pas à le faire, mais bon... Oui, ils sont pas obligés de le faire. C'est pas un engagement, il y a pas un engagement. Mais le fait qu'elle en parle veut dire qu'on le price aujourd'hui, qu'on s'y prépare. Sinon, les marchés sont tournés effectivement vers l'avenir et donc sont dans cette dynamique. Wilfried, est-ce que Jérôme Powell a eu raison d'abandonner ce qualificatif transitoire ? Est-ce que c'était le bon moment pour le faire ? Est-ce que c'était déjà trop tard ? Et qu'est-ce que ça implique effectivement ? Est-ce que ça change quelque chose dans la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine ? Alors, beaucoup de choses ont été dites, assez longuement d'ailleurs. Vous avez du temps aussi. Non, mais c'est vrai. Tout le sujet aujourd'hui, c'est comment est-ce que la Fed veut faire évoluer sa notion de prévisibilité ou d'imprévisibilité. Il y avait toute une doctrine des banquiers centraux disant, en gros c'était Melvin King qui disait, l'ancien président de la Banque centrale d'Angleterre, disant que les banquiers centraux doivent être aussi imprévisibles que possible pour justement garder toute leur possibilité d'action au fur et à mesure de l'évolution des différentes données. Et puis on a eu au fur et à mesure des années, en particulier avec Janet Yellen, un changement pour justement arriver à plus de rigidité, à plus de ce qu'on appelle la forward guidance, à plus de prévisibilité. Là, on arrive à un moment qui est un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'on avait, il y a 18 mois, un pivot stratégique de la Fed qui était assez fondamental, à Jackson Hole, août 2020, je rappelle. La Fed change son appréciation de l'inflation et dit aujourd'hui, mon appréciation de l'inflation, j'ai une appréciation qui est symétrique et moyenne. Ça n'a absolument plus rien à voir. Et régulièrement, dans les conférences de presse, Jérôme Powell rappelle, si vous n'avez toujours pas compris que j'ai changé de méthode, je vais vous le rappeler. Il le dit fréquemment. Et là, on a l'impression que face à quelque chose qui est fondamentalement lié à un choc d'offres et un choc de demande extrêmement ponctuel, et effectivement une pression politique absolument énorme sur la Fed, que son discours change. C'est-à-dire que son discours maintenant devient « oulala, il y a de l'inflation, donc je vais ajuster ». Alors je vais rappeler quand même 2-3 éléments. En particulier le fait que, en tendance, si on prend depuis 2011, donc depuis, on va dire, le cœur de la fin des turbulences liées à la grande crise financière, si on prend le core PCE, donc l'indicateur d'inflation que suit réellement la Fed, on atteint tout juste en tendance les 2%. On est
à peine à 2%, en tendance. Hein. Donc on n'est pas du tout encore au-dessus. Donc quand j'entends des gens s'affoler en disant « on a de l'inflation », mais on se calme, hein, on se détend, c'est pas du tout le cas. Alors la Banque Centrale Européenne, c'est encore pire. Et donc, si on reprend la méthodologie de la Banque Centrale américaine, elle ne doit absolument pas resserrer fortement et rapidement sa politique monétaire. Si elle le fait, et moi j'en suis profondément convaincu, ce serait une erreur fondamentale et profonde de politique monétaire. Aussi parce qu'on voit dans les indicateurs avancés d'inflation, tout ce qui est matières premières, le cuivre, le nickel, l'aluminium, le pétrole, je peux vous en citer quelques-uns, y compris dans des enquêtes ISM sur l'évolution des prix, on voit que l'évolution de l'inflation, on a passé le pic d'inflation. Alors effectivement, la résonance d'inflation dans l'économie, la résonance sociale, on n'a pas fini. C'est-à-dire qu'on est en train d'avoir des hausses de salaire en réaction à ce qui s'est passé depuis 6, 8, 9 mois. Mais ça, c'est de l'effet retard. Et on est en train juste de remonter la base de coûts de l'économie. Donc, moi, ma crainte, c'est qu'effectivement, on ait cette volonté de la Banque centrale américaine pour répondre à la pression politique, de dire « Ok, je change mon discours et donc je fais intégrer dans les marchés un resserrement monétaire » et qu'en fait, ce resserrement monétaire, il soit en fait à contre-tendance. Vous dites il est peut-être en train de trahir sa nouvelle stratégie, Jérôme Powell, aujourd'hui. Exactement. Et donc moi, mon espoir, c'est qu'effectivement, il communique là-dessus d'un point de vue politique dans des comités au Sénat et au Congrès, mais que dans les réunions de politique monétaire, il sera beaucoup plus prudent, parce qu'en plus, le variant Omicron lui donne l'opportunité d'être beaucoup plus attentiste et de rappeler quand même le fait qu'il doit équilibrer les choses et avoir cette vision symétrique de l'inflation. Si c'est le cas, ça veut dire qu'effectivement, il a très très bien joué pour sa renomination. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'on peut se préparer à quelques moments un petit peu plus compliqués. Est-ce qu'on peut trouver un terrain de compromis dans toutes ces positions ou pas, Axel? Est-ce qu'il est en train de trahir sa stratégie, Jérôme Powell, peut-être pour de bonnes raisons, ou est-ce que envisager une réduction des liquidités injectées monstrueuses qu'on a eues parce que la demande est en forme, qu'il y a de l'épargne, que cette épargne se réinjecte dans l'économie, qu'il y a moins besoin de liquidité, la Fed a moins besoin d'être présente sur cet aspect de liquidité? Est-ce que c'est trahir la promesse de la nouvelle stratégie, quand bien même il y aurait peut-être 1, 2 hausses de taux en 2022? Est-ce que ça remettrait en cause la nouvelle stratégie de la Fed? C'est le risque pour Powell, il est uniquement de faire baisser les marchés. Je veux dire, il est très peu probable, à mon avis, que 2 hausses de taux soient suffisantes pour infléchir le comportement des consommateurs, parce que vous allez augmenter la rémunération de l'épargne de 50 BP dans un environnement d'inflation qui va rester, certes, ça va baisser un petit peu, mais peut-être autour de 3-4% l'an prochain. Il y a une source d'inflation qui n'est pas du tout bien prise en compte actuellement, qui est les loyers. Les loyers sont en train d'exploser aux États-Unis. Le BLS regarde ça tous les 6 mois, donc on le saura dans 6 mois, ce qui est réellement en train de se passer. Et ça, c'est totalement téléguidé par la politique monétaire. C'est une conséquence directe de la politique monétaire hyper accommodante de la Fed. Donc, il faut aussi imaginer que même si la Fed, la politique monétaire, ça ne joue que sur la demande. Donc, on peut infléchir un petit peu la demande en tapant suffisamment fort sur les taux pour justement inciter les gens à différer un petit peu la partie de la conso qui est différable dans le temps, c'est-à-dire la conso durable. Mais ça n'aura aucun effet sur la problématique d'offre qui est mondiale. Le déficit d'investissement dans les matières premières, il l'a pour durer. Et en plus, on a une source de demande en plus sur beaucoup de ces matières premières qui est liée à la transition énergétique. C'est aussi un phénomène durable. Donc il y a aussi un changement d'environnement national et international qui fait que peut-être on se trompe sur les contraintes productives de l'économie. Si on se compte sur les contraintes productives de l'économie, $1 de plus dans l'économie aura un effet plus inflationniste qu'il n'aurait eu avant. La période précédente où on a eu effectivement cette période facile en gros où l'inflation baissait tout le temps parce qu'on était dans cette dynamique de mondialisation, on a toujours des surcapacités quelque part qui étaient capables de répondre à la demande sans problème. Cette période elle est probablement terminée. C'est-à-dire que les dividendes de la mondialisation, on les a très largement consommés aujourd'hui. Et là où on avait 3% d'inflation dans les services aux États-Unis, -1 sur les biens importés comme les biens durables, et qu'on se retrouvait avec un petit 2 et ça allait bien à tout le monde, finalement ce petit -1 de biens importés, peut-être qu'il est devenu +2, +3. Auquel cas, vous ajoutez des contributions positives et vous retrouvez sur une tendance d'inflation qui est peut-être sensiblement plus forte qu'avant la crise. Donc,
Et ce qui trahit sa nouvelle stratégie d'être plus tolérant sur l'inflation, je pense que on adapte toujours le framework à ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est du reverse engineering à chaque fois. C'est la garde, 15 décembre, si elle n'a pas envie de monter les taux, elle a envie de dire qu'elle peut monter les taux, elle vous mettra un 7 au lieu d'un 5 dans 2 ans. Tout ça est du reverse engineering. Je pense que ça n'a aucune espèce de... Ça ne correspond pas vraiment à une contrainte pour eux, ni même une trahison de son... Même en termes de crédibilité, vous dites c'est pas un sujet. Non, je ne crois pas que ce soit vraiment un sujet. Par contre, là où on peut s'inquiéter sur la stratégie de la Fed, c'est que je pense que Biden a reconduit Powell en lui disant Coco, à 5% d'inflation l'année prochaine, tu perds les midterms. Donc il va falloir nous faire baisser l'inflation, d'où la pression sur le PEP, d'où tout ce qu'on peut faire à court terme pour essayer de donner quelque chose, des éléments aux consommateurs pour que la perception de l'inflation diminue. Parce que, indépendamment d'un chiffre, en général, l'inflation, c'est problématique dès lors que, justement, ça a une résonance dans l'économie, c'est pris en compte par les consommateurs et où ça infléchit clairement les décisions qui sont prises par les consommateurs. Donc je pense que le boulot de la Fed est très très compliqué et qu'ils auraient dû faire preuve d'un peu plus de prudence de l'autre côté, face au risque d'inflation qu'on pouvait déjà voir émerger il y a plusieurs mois. On n'a pas évoqué le cas Omicron, mais en tant qu'investisseur, comment vous regardez le sujet épidémique à ce stade, encore une fois, avec 20 mois d'expérience en la matière, et puis restons sur ce bon vieux Jérôme Powell. Comment ça peut faire évoluer la balance pour lui ? Je me souviens qu'il y a 2-3 semaines, on était sur ce plateau ensemble, Grégoire. Qu'est-ce qu'on disait de beau ? Et justement, on disait, on est d'accord, l'épidémie, on n'en parle plus. Et on se disait, oui, on n'en parle plus, sauf si on a quelque chose de radicalement différent et un variant qui soit beaucoup plus contaminant, soit qui échapperait au vaccin. Et là, dans ce cas-là, de nouveau, on en parlera. On est dans ce cadre-là. On est dans ce cadre-là, sachant que ce cadre-là, il est totalement mouvant, puisqu'on a très très peu d'informations. On sait a priori qu'il est beaucoup plus contaminant, il se propage beaucoup plus vite que les précédents variants. Après, est-ce qu'il est plus dangereux ou pas ? On a pas mal d'informations qui sont peut-être plutôt rassurantes aujourd'hui, mais enfin, on n'en sait pas grand-chose. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'incertitude aujourd'hui qu'on voit se cristalliser dans les marchés, il est largement lié aux incertitudes sanitaires. C'est-à-dire qu'on voit effectivement que, même si on a appris beaucoup, la réaction des peuples et la réaction surtout des États est extrêmement rapide pour refermer des canaux, en particulier des canaux de communication. Je lisais un commentateur qui avait cette phrase que je trouve extrêmement belle. Il disait, aujourd'hui, on ferme les frontières, comme avant, on mettait un panneau sens interdit dans une ruelle. C'est exactement la même chose. D'un coup, tac, allez, hop, on ferme les frontières. Et effectivement, cette volonté de réagir très très vite et de surtout pas se laisser prendre à défaut en disant, vous n'avez rien fait, c'est aussi ce qui est un petit peu gênant aujourd'hui et ce qui gêne un peu les investisseurs, mais ce qui peut aussi, d'une certaine façon, donner aux banques centrales l'opportunité, là aussi, de gagner du temps, de dire, si je ne veux pas faire l'erreur majeure de politique monétaire que tout le monde se rappelle, c'est-à-dire ce bon vieux Jean-Claude Trichet, qui aujourd'hui est très fier d'aller sur tous les plateaux de télévision pour expliquer comment est-ce que les banquiers centraux devraient faire, bien évidemment, sachant que c'est quand même celui qui a fait la pire erreur de politique monétaire qui soit depuis 10 ans, je rappelle qu'il a augmenté 2 fois ses taux avant de dire qu'il avait fait une bêtise. Je pense que tous les banquiers centraux ont ça en tête. C'est-à-dire, tous les banquiers centraux ne veulent pas rester dans l'histoire comme étant celui qui a monté 2 fois les taux, puis 3 mois plus tard, qui a dit non, arrêtez, c'est une bêtise, je ne le fais pas. Donc je pense qu'ils vont être extraordinairement prudents avant de renverser leurs problématiques et qu'Omicron leur donne cette capacité-là, leur donne l'environnement pour dire oui, effectivement, pour rester ambigu. Voilà, diminuer le soutien, et effectivement diminuer les achats d'actifs, bien sûr, parce que là on en a probablement plus besoin. Aller vers une réduction de la liquidité mondiale, parce que c'est de ça dont on parle. Je pense qu'on oublie aussi beaucoup qu'au cœur de la crise, moi je me souviens très bien. En mai, c'était mars-avril 2020, la question qui se posait, on l'a complètement oublié, c'est est-ce qu'on fermait les marchés financiers ? Ah oui, on avait des questions qui tournaient en disant est-ce qu'il faut fermer les marchés financiers tellement on est en crise de liquidité ? Aujourd'hui, tout le monde l'a oublié en disant mais non, ça se passe très très bien. Ça s'est très bien passé parce qu'on a eu un support très fort. Donc ils vont être très prudents avant de retirer ça, sachant que le contexte épidémique reste quand même mouvant.
Ce qui est intéressant au passage, c'est que le 28 octobre dernier, Christine Lagarde, suivie d'autres membres du Conseil des gouverneurs dans les jours d'après, se sont quasiment pré-engagés à la fin du programme d'achat d'urgence pandémique, comme prévu pour fin mars 2022. Ouais. Et que les prévisions, peut-être un peu vite. Et que les prévisions économiques de la BCE qui nous présentera mi-décembre, il ne faut pas oublier qu'elles sont arrêtées au 24 novembre. Oui, bien sûr. La pandémie, la résurgence n'était pas encore. Elles sont arrêtées. Les prévisions qui vont nous être présentées mi-décembre ont été arrêtées juste avant, 3 jours avant la découverte du variant Omicron. Donc ça va être un exercice rhétorique intéressant de savoir comment est-ce qu'on va présenter tout ça. Gustavo aussi, il y a encore des choses à dire sur les banques centrales et puis on va parler des marchés aussi. Oui. Bon, sur Omicron, ça a été dit, on a très peu d'informations. Disons simplement ce qu'on a observé, c'est que la vaccination, ça change quand même un peu la donne, que la 3e dose, là, le booster, ça semble marcher. Ça marche au Royaume-Uni, ça marche en Israël. Donc, il y a plutôt, on va dire, de l'espoir, en tout cas, qu'il y aura un impact, même si c'est plus gênant, notamment en termes de vaccination même si c'est plus gênant, l'impact économique sera relativement faible, gérable. Après, les banques centrales, on a toujours intérêt à dire on sera prudent, etc. On ne fait tout de rien. Donc, très bien, on sera prudent. Voilà, ça, c'est sur ces aspects-là. Voilà, après, sur la politique monétaire, parce que c'est un point, quand même, effectivement, qui, je pense, qui est super important, évidemment, sur ces questions de marché financier. Je crois quand même que, je ne sais pas s'il y aura une erreur. On a l'impression, quand même, pour essayer de justement mettre tout le monde d'accord, c'est que quand même ça va pas être facile, c'est pas facile, c'est vrai, mais on n'a pas non plus l'impression que la Fed ou que Powell va donner un grand coup de poing sur la table en disant l'inflation ça suffit. Enfin, vu les niveaux des taux longs, on n'a pas l'impression qu'il y ait une sorte de message énorme, d'une pression énorme des marchés. Donc peut-être ils tentent simplement un truc qui n'est pas évident, mais qui serait de dire je vais faire des choses qui vont rassurer les gens, que j'aurais l'impression d'avoir fait quelque chose, mais en même temps je veux pas que ça fasse ralentir vraiment l'économie. Ce qui pose un problème, c'est-à-dire comment la Fed contrôle effectivement l'inflation en faisant monter le chômage. Mais alors voilà, mais c'était ça ma question quand vous disiez c'est presque contradictoire. Oui, il n'y a pas de chemin de crête possible. À un moment, s'il faut traiter l'inflation, c'est forcément récessif pour l'économie. C'est comme ça que la politique fonctionne de cette manière-là. Ouais, il y a une tentative de jouer sur les anticipations. Et pour les midterms, c'est pas génial. L'essentiel des récessions a été provoqué par la Fed dans l'histoire. Hormis les crises financières qui sont quelque part autonomes, toutes celles, disons, d'avant 70, on va un petit peu trop loin dans le resserrement et de façon parfois délibérée, comme l'avait fait Volcker. Donc oui, il faut une récession si on veut faire baisser l'inflation. Donc il ne veut pas faire vraiment baisser l'inflation. Vous voyez le truc, il ne veut pas vraiment faire baisser l'inflation en fait, parce qu'elle ne veut pas provoquer une récession. Le marché du travail est peut-être un peu chaud, mais bon, on n'en est pas non plus très sûr, il y a quelques mystères. Donc ce qu'elle veut, c'est quoi? C'est essayer de répondre. C'est vraiment comme quand vous allez chez le médecin, vous dites j'ai mal, le médecin ne vous dit pas mais non, vous n'avez pas mal. Si bien sûr, prenez une aspirine, allez vous coucher. C'est un peu allez, prenez une aspirine, allez vous coucher. Je fais 2-3 hausses de... Bon, je fais le taperie. Et revenez dans une semaine si ça va pas mieux. Je fais 2-3 hausses de taux, vous voyez, je l'ai fait, mais il ne faut pas en faire trop. Mais si elle veut vraiment la peur, le scénario de risque, et il y en a un, c'est qu'effectivement, la Banque centrale dit tape sur la table, un coup de poing, non, ça suffit, l'inflation. Et là, si elle fait ça, ça veut dire qu'effectivement, elle monte les taux suffisamment pour que l'économie ralentisse. Et là, c'est le drame. Là, c'est le drame. Peut-être un point intéressant, alors sur la partie européenne, parce qu'on a bien compris quand même qu'aux États-Unis, budgétaire, monétaire était bien aligné, incarné par le tandem Powell-Yellen. Un des grands enjeux là, à soulever par les économistes pour 2022, c'est quand même toute la discussion qui va reprendre en Europe sur les règles budgétaires post-Covid. Suspendu évidemment, revenir au pacte tel qu'on le connaissait, 3% de déficit, 60% d'endettement, ça paraît ubuesque et ce serait récession majeure immédiate pour la zone euro. Donc il faut trouver un nouvel environnement, un nouveau cadre budgétaire qui sera sans doute quand même beaucoup plus pro-croissance. La BCE s'est exprimée d'ailleurs à ce sujet aujourd'hui, elle participe bien sûr aux discussions. Le plus la politique budgétaire sera pro-croissance, le plus ça me facilitera la tâche à moi, Banque Centrale Européenne, qui pourra rester concentrée sur mes sujets et je ne serai pas obligé de supporter tout le poids, effectivement, du soutien économique si la politique budgétaire demain en zone euro est un peu plus pro-croissance. Alors, effectivement, on a longtemps regretté du côté de la BCE le manque d'action du côté budgétaire. Le problème, faire des erreurs aussi, sans doute. Probablement. Mais le problème, c'est le point de départ. C'est-à-dire que vous avez, quoi qu'il arrive, je pense, un montant incompressible du déficit public que vous
devrait maintenir pour avoir ce niveau de croissance qui va devoir être financé par création monétaire, d'une façon ou d'une autre. Donc ça contraint, ça aligne de fait aussi un petit peu la politique monétaire, la politique budgétaire. C'était un des propos de Philippe Lane avant, on l'entend beaucoup moins, Lane, depuis que les Hawks ont pris comment dire, la parole. Ils sont en tout cas devenus un peu plus présents dans les médias. Mais Philippe Lane avait cette idée, en gros, qu'il y avait une composante du QE qui était devenue permanente parce que, en gros, vous ne pouvez pas demander à l'Italie de résorber sa dette. Ça implique un surplus primaire qui serait insupportable socialement. C'est-à-dire qu'il faudrait 5-6% de surplus primaire et donc c'est le seuil de douleur. C'est les recettes moins les dépenses. Donc c'est forcément très, très violent. Donc il y aura probablement, je pense, un deal entre la BCE et les gouvernements pour mettre en place une sorte de règle d'or. C'est-à-dire qu'on financera par création monétaire, on sortira des calculs déficit, les investissements qui sont vertueux, on peut faire ce genre de choses, on peut le coupler avec la transition énergétique. Donc il y a probablement un petit jeu qui va s'opérer entre... à l'initiative de la France et de l'Italie, qui sont les deux plus gros concernés, en fait, et au bénéfice de l'alternance en Allemagne, je pense que peut-être ça facilitera un changement d'optique de ce point de vue, pour faire en sorte qu'une grosse partie des déficits, en tout cas une partie commune des déficits, soit d'une façon ou d'une autre pris en charge par la BCE, et qu'on ait disons, un accord tacite en disant que ces investissements ne seront pas inflationnistes, contribueront au potentiel de croissance, et donc on peut plus facilement les intégrer à une forme de QE permanent. C'est peut-être pas très orthodoxe, peut-être qu'il ne faudra pas trop le dire, j'en sais rien, mais ça paraît quand même être la solution qui s'imposera oui, et à puis un moment. C'est un petit peu l'antichambre de la convergence européenne. C'est que le boulot de la BCE est plus compliqué que celui de la Fed parce qu'ils font face à 19 marchés avec un risque asymétrique qui est énorme. Si la politique budgétaire permet d'unifier un peu plus les choses en zone euro, c'est plus facile pour la BCE de mener une politique monétaire. Les États-Unis sont unifiés par la dette, on va s'unifier peut-être par la politique budgétaire. On fait les choses à l'envers, non mais pas grave. C'est un point intéressant pour 2022, ça C'est un point majeur. Non, mais ça va même déterminer en partie ce que va faire la BCE. On ne peut pas regarder la BCE juste comme ça, toute seule. Déjà, regarder ce qui va se passer. Ce qu'il faut voir, c'est quand même que 2022, c'est une année pivot. Déjà parce que c'est une année très importante électoralement pour un poids lourd quand même français de l'Europe. Et donc... Je pense que le fait que les règles soient mises un peu entre parenthèses jusqu'en juillet 2022 n'est pas totalement étranger au fait que on veut quand même laisser les élections françaises se dérouler dans le calme pour éviter d'avoir un gouvernement trop anti-européen qui se mette en France. Et après va se dérouler la discussion qu'on a de façon permanente sur qu'est-ce que c'est qu'un déficit structurel, qu'est-ce que c'est qu'un déficit conjoncturel. On a ça véritablement de façon récurrente. Et qu'est-ce qui rentre dans les calculs de règles et qu'est-ce qui sort dans les calculs de règles. Et on voit très bien que la transition climatique offre une porte de sortie magnifique. Puisque les Verts sont membres de la coalition et non seulement ils sont membres de la coalition, mais visiblement ils vont avoir un grand ministère de l'économie, pas le ministère des Finances, mais quand même un grand ministère de l'économie, que ces sujets-là sont des sujets qui sont au cœur des discussions et qu'on semble avoir enfin trouvé une espèce d'accord sur la taxonomie européenne. Là, je disais hier que probablement certains investissements dans le gaz et le nucléaire pourraient avoir un label qui permettait enfin d'aller de l'avant, parce que voilà, entre le gaz allemand et le nucléaire français, il va bien falloir quand même trouver une solution. Et là, effectivement, arriver à trouver le plus petit dénominateur commun budgétaire qui va faire qu'on va pouvoir avancer. Malheureusement, je pense qu'on n'ira pas... on va pas continuer dans la voie, la fameuse voie hamiltonienne de la mutualisation des dettes. Je pense qu'en Allemagne, c'est vraiment très compliqué aujourd'hui dans ce contexte-là d'avancer, y compris avec cette coalition-là. Mais avoir un fonds d'investissement commun, avoir quelque chose qui permette d'avoir des projets communs qui puissent permettre d'avancer et qui sortent des calculs. Donc on peut consolider encore un peu quand même cette intégration. Et je pense que ça va être un J'ai vu qu'on sujet, reparlait de l'union bancaire aussi. Voilà, tiens, exactement. Le truc dont on parlait plus. Voilà, avec une approche allemande qui est complètement différente, qui me paraît intéressante, qui n'a pas beaucoup de temps, mais qui est une approche assurantielle. C'est-à-dire finalement, faisons une approche assurantielle commune. Donc en fait, faisons une espèce de pot assurantiel commun plutôt que de dire que tous les systèmes sont interconnectés, ce qui permettrait de sortir les fameuses banques régionales mutuelles allemandes
du pot. Donc ça, ça va être des sujets très intéressants. Ce qui est compliqué, c'est qu'évidemment, il y a la présidence française au premier semestre, en même temps que la campagne électorale. Donc on va voir comment est-ce que les discussions peuvent se faire. Et il va falloir quand même avancer au premier semestre, quoi. Donc on sait que le premier semestre, il va se passer quelque chose entre le 10 et le 24 avril en France, quoi. Bon, petit tour de table là pour évoquer un peu la stratégie de marché. Jusqu'où on reste pro-risque? Alors, tactiquement, cette fin d'année, avec un buy the dip qui n'est pas aussi évident que les fois précédentes, et puis pas aussi franc, ouais. sur la grande idée pour 2022. Je pense que sur la fin d'année, il faut être constructif, mais un peu prudent quand même. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de sortir des marchés. Je pense qu'une bonne partie de l'année est faite. On a beaucoup d'incertitudes là jusqu'au 15-16, jusqu'aux réunions des banques centrales. Et je pense que les marchés, tant qu'ils n'y verront pas clair sur un éventuel véritable pivot de la politique monétaire, et le point clé qui est, est-ce qu'on va aller vers moins de liquidité sur les marchés? En fait, moins de liquidité sur les marchés, ça veut dire que les marchés baissent. Je rappelle, la dernière fois, c'était 2018. Ça a été une année quand même très compliquée. Et donc, d'ici là, je pense que ça va être un marché un petit peu comme on voit aujourd'hui. C'est-à-dire un peu, la vol est remontée quand même. Voilà, un peu oscillant, un peu nerveux, à la merci de toutes les nouvelles sanitaires. Il n'y avait plus de volatilité action, elle était toute sur le marché obligataire. Exactement. Et donc peut-être dans les deux, peut-être repartir à la fin de l'année et puis voir un peu comment est-ce qu'en fonction de l'équilibre sanitaire monétaire, ces deux aspects-là, comment est-ce qu'on va se positionner sur 2022. C'est un petit peu tôt là aujourd'hui. Bon, je sais pas, tactiquement, stratégiquement, il y a quoi le non, vraiment, oui, on a envie de sortir le en même temps. C'est fantastique. Voilà. En même temps. Non mais on reste pro risque. Structurellement, on reste pro risque. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même un boom économique à la fin, et les résultats cette année étaient très forts, et ceux de l'année prochaine sont très forts. Il y a des grandes chances qu'ils soient effectivement très forts. Les techniciens de marché nous disent les prix baissent avant les résultats. C'est pas parce que les résultats ont baissé que les prix baissent ensuite. Généralement, ça se fait dans l'autre sens. On prend les éléments et bon, voilà, c'est quand même un élément fondamental. Mais ça n'empêche pas la nervosité. C'est pour ça que je suis d'accord avec le fait que l'excitation, c'était de 2020. Là où il fallait être au maximum d'action et de risque, c'était effectivement au creux d'avril 2020, et puis encore tout au long de l'année. Et puis au fur et à mesure de cette année, on pouvait réduire et être un peu plus prudent. Mais bon, voilà, une grande partie de ce mouvement a déjà eu lieu, et donc être un peu plus prudent maintenant, ça semble assez raisonnable. Ce qui est difficile, c'est de comment on organise son portefeuille au sein de ça. Et c'était tellement compliqué que ce que nous avons décidé de faire, c'était d'être ultra diversifié. Alors c'est toujours un conseil assez facile à donner, mais pour le coup, j'ai l'impression d'avoir une sorte de maximum diversification, parce qu'on ne sait plus comment. Ça fera plaisir à Thomas, mais c'est là. Mais très ressembler à son portefeuille. Oui, ça se retourne tellement vite en plus à l'intérieur des styles. Parce que vous dites classe d'actifs, sectoriellement, géographiquement, vous dites Voilà, exact. C'est vraiment très compliqué. Mais en même temps, sortir des marchés, sortir du risque, alors que quand même il y a un boom économique. C'est pas évident. On a ces questions on en a parlé de la Fed et de la liquidité. Bon, c'est une question importante, mais pour l'instant, on reste quand même, je dirais, investi, mais pas aussi fort qu'on a pu l'être par le passé. Et très honnêtement, je suis désolé de ne pas donner des sortes de vues très claires, mais c'est d'être le plus possible. Mais oui, c'est quand même une stratégie de gestion comme une autre. Tout terrain, on va dire. Jusqu'où on est encore pro-risque ou jusqu'où on se protège aujourd'hui, Axel? Là, outre le problème de liquidité de fin d'année qui commence déjà, et ces trois banques centrales qui se réunissent mi-décembre avant la trêve des confiseurs. Semaine 50, 14, 15, 16 décembre. Et donc effectivement, on a deux échéances comme ça qui sont assez compliquées à gérer. On aura probablement de quoi revenir sur les marchés en début d'année. En termes de risque, il y a quand même deux échéances en tout début d'année qui sont les élections portugaises. Peut-être plus par le prisme de la dette souveraine, mais on ne sait jamais ce que ça peut donner. Ça sera toujours vecteur de volatilité. Et les élections présidentielles italiennes qui arrivent très vite, et là, si Draghi va, probablement, ça risque. Ça peut changer le scénario italien pour la suite. Ça peut changer le scénario italien. Mine de rien, le vote Draghi qui avait amené le spread italien à 90, aujourd'hui le spread italien il est à 130. Et s'il sortait du jeu et qu'on avait de nouveau le jeu politique italien qui revenait impacter nos headlines et faire les gros titres, ça peut aussi générer de la volatilité, une autre forme de volatilité que la réduction de la liquidité qui est évidemment, on parlait des actions après les taux, il y a aussi sur le marché d'échange. Vous regardez la volatilité, même sur des échanges qui ne bougent pas beaucoup comme l'euro-dollar, la volatilité implicite, elle est passée de 4 à 7. Donc on a un environnement plus volatile clairement avant ces
3 banques centrales et puis les événements politiques début d'année. Ouais. Outre les grandes parités, le dollar remonte et puis on a vu sur des grosses devises émergentes quand même des mouvements énormes. La Turquie, peso mexicain, le rand sud-africain là, sur le mois de novembre qui accuse quand même des mouvements assez spectaculaires. Merci à vous trois pour cette discussion de marché qui vient clôturer cette semaine. Une semaine compliquée pour les marchés. On n'a pas réussi à revenir sur les niveaux d'avant le sell-off de vendredi dernier. Nos 3 invités ce soir, je le rappelle, Axel Bott, stratégiste chez Ostrom Asset Management, Gustave Orenstein, le responsable de la recherche et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management et Wilfried Galland, directeur stratégiste de Montpensier Finance.